Merci. Une autre question? Ah, Monsieur Rank. Oui. Je voudrais revenir à la fois sur l'escalation de salaire et puis sur les transformations du CICE en baisse de charge. Sur le salaire, donc je confirme ce qu'a dit Louis Gallois, c'est-à-dire que les salaires qu'on observe en France et en Allemagne sont ceux qu'il a indiqués. Et alors, on a beaucoup parlé de comparaison France-Allemagne, mais je voudrais que le panel nous dise, est-il bien exact encore aujourd'hui que quand on compare la France à ses principaux concurrents, les charges qui pèsent sur les salaires sont plus élevées qu'à l'étranger? Si tel est bien le cas, ce que je crois, il faut bien adresser le problème, indépendamment de savoir où on cible la question. Je voudrais qu'on soit bien clair, qu'on pose bien les bases du débat. A-t-on bien en France un problème d'excès de charge? Deuxième point sur les salaires, je crois qu'il n'est pas vrai, en tout cas chez Airbus, que l'accroissement des salaires soit lié à un effet d'aubaine lié à la baisse des charges. On n'a pas les mêmes chiffres que Solvay, mais à peu près le même phénomène. Ce qui crée la hausse des salaires chez Airbus, et vous savez que chez Airbus, les salaires sont attractifs, nous n'avons pas de problème pour regretter, aussi bien chez les moyennes et hautes qualifications que chez les basses. Ce qui crée la hausse des salaires, c'est clairement la pression de la négociation. Et Airbus a la chance d'avoir un très gros carnet de commandes. Pour le patron d'Airbus, il est clair qu'entre arbitrer un demi-point de plus ou de moins de hausse de salaire et l'arrêt des chaînes pendant 8 ou 15 jours, vous pensez que l'arbitrage est vite fait. Donc c'est réellement la pression de la négociation et le pouvoir de conviction des uns et des autres. Et alors on observera, je suis d'accord avec Jean Pédéphérique que c'est un peu dommage de voir en France une hausse de salaire qui va clairement au-delà des hausses réelles de productivité. Donc c'est à moyen terme un facteur inquiétant. Mais c'est la résultante d'un système qui, par ailleurs, est assez contraint par d'autres règles qui ne sont pas que économiques, le jeu des acteurs sociaux en étant. Donc, je suis content de voir qu'au-delà des divergences de nos panélistes sur où faut-il cibler, il me semble qu'un consensus est né sur le fait que, de toute façon, il vaudrait mieux éviter de traiter le problème des charges par une baisse d'impôts, comme on l'a fait dans le CICE, et que plus vite on reviendra à une réponse simple d'un problème dont ma première question est de savoir s'il est bien le bon, c'est-à-dire a-t-on bien un excès de charge? Si on a bien un excès de charge, pourquoi ne pas tout simplement le résoudre en baissant les charges? Allez-y. Juste un mot, on a choisi le crédit d'impôt pour une raison très simple. C'est pour ne pas avoir d'impact budgétaire en 2013. Hein, c'est absolument évident. Et ce n'est pas moi qui ai inventé cette magnifique astuce, mais je sais qu'il a inventé. Qui veut répondre peut-être sur le premier point aussi, qui était de savoir dans quelle mesure on a déjà ou non réduit l'écart de compétitivité avec l'Allemagne en particulier. Sur le niveau des charges, je pense qu'il y a plusieurs façons de regarder ou des cotisations sociales, pour être précis. Sur la masse totale, quand on les compare en points de PIB, on est un peu au-dessus des pays européens, mais c'est 1 ou 2 points de PIB, c'est pas très énorme. Ce qui nous caractérise, c'est d'une part une répartition employeur-salarié qui est assez différente des autres pays européens, qui sont plutôt autour du 50-50, et nous, on a plutôt une part employeur qui est plus forte que la part salariée. Et puis et ça rejoint le profil des allègements, on a une répartition des cotisations sociales qui est plutôt faible, évidemment, sur les bas salaires, puisqu'on fait beaucoup d'allègements, et du coup qui pèse plus sur les salaires plus élevés. Et quand on essaye de regarder la part des charges sur des secteurs plutôt à main-d'œuvre qualifiée, comme je sais pas, un certain nombre de services à haute valeur ajoutée qu'on évoquait tout à l'heure, quand on regarde ça sur les données d'entreprise, on constate qu'il y a une part des charges qui est plus élevée en France que dans les autres pays européens, mais qui tient évidemment au profil très pentu des charges effectives sur les salaires. Et puis dernier point, au niveau du SMIC, on a un SMIC avant allègement qui est beaucoup plus élevé que dans l'ensemble des autres pays européens. Si on le rapporte au salaire médian, on est autour de 65%, 60-65%, là où les autres pays sont à 50%. En revanche, les allègements nous ramènent à peu près en coût du travail au SMIC dans la moyenne de l'OCDE. Donc c'est à ça que servent les allègements sur les bas salaires. C'est pour ça que Louis Gallois, je pense, disait qu'on ne peut pas s'en passer en l'état actuel du SMIC. On a aujourd'hui une vraie résorption de cet écart de compétitivité, ou elle est vraiment très progressive?
Si je peux compléter ce qui a été dit, je pense que quand même, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder que les charges et que les salaires, c'est regarder le coût salarial unitaire, c'est-à-dire que c'est ramener ça au niveau de la productivité du salarié, quoi. Donc il y a ce concept, alors qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut évaluer la productivité. Bon, d'accord. Mais on comprend bien que si on veut comprendre la compétitivité, on est obligé de regarder le coût salarial unitaire et pas uniquement le coût du travail. Bon, donc c'est un indicateur qu'il faut regarder. Si on prend un indice au moment de la mise en place de l'euro, pour avoir des tendances longues, ce que l'on voit, c'est que le coût salarial unitaire en France, donc salaire, cotisation, moins productivité, si on compare aux autres pays européens, il est globalement dans la moyenne. On perd contre un seul pays depuis 1999, c'est l'Allemagne. Et de façon conséquente, 20% à peu près. Mais si on le compare à l'évolution en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, et tout ça, non, on n'a pas de dérive de ce point de vue-là. Donc il y a un pays qui effectivement a fait une baisse énorme de ce coût salarial unitaire, encore une fois en tendance, et qui effectivement a pesé sur la compétitivité. Donc globalement, même si on essaye ensuite d'avoir ça en tête et de se dire c'est comme ça que je vais expliquer ma balance commerciale avec l'Allemagne, eh ben non, ça ne fonctionne pas. Ça ne suffit pas à expliquer. Non, mais d'accord, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à expliquer pourquoi on a perdu autant en compétitivité. Ça ne suffit pas. Non, d'accord. Non, mais c'est important. C'est pour ça que, et c'est là où on en vient sans doute à l'idée de Louis Gallois, c'est pas du tout cette histoire de coût salarial unitaire qui explique ça, mais c'est peut-être indirectement, c'est-à-dire que l'Allemagne l'ayant fait de façon dure et massive, et n'ayant pas utilisé cette baisse de coût pour baisser les prix à l'exportation de façon massive, ils l'ont baissé mais pas massivement, mais plutôt pour restaurer les marges, pour faire une montée en gamme, pour investir, etc. Et c'est par ce biais-là, si on arrive à avoir une mesure, qu'on arrive à comprendre les pertes. Alors, si on a ça comme diagnostic, que c'est par la baisse de cotisation commencé au milieu des années 90, complété en 2003, que l'Allemagne a réussi en 2005 à gagner énormément en part de marché, on peut se dire on peut aller peut-être un peu plus vite. Si c'est la compétitivité hors prix qui compte avant toute chose, miser directement sur l'investissement, au lieu de passer par ce détour assez risqué de je baisse le coût du travail, j'espère que les marges vont se restaurer, que les entreprises vont recommencer à investir, que la montée en gamme va commencer. Le temps que tout ça se passe, il va falloir la même chose que les Allemands. Souvenons-nous, les Allemands, lorsqu'ils ont mis leur réforme en place, le taux de chômage est monté jusqu'à, de mémoire, 12% en 2005, 12% au-dessus du chômage français, pour ensuite baisser à partir de 2005, mais ça a mis à peu près 7-8 ans. Alors on peut considérer qu'on va aller dans le même domaine, mais que le chômage va augmenter encore pendant 5-6 ans, pour se dire on aura peut-être les fruits de cette politique dans 7-8 ans. Je pense qu'il faut aller directement au lieu de passer par des effets indirects. Juste préciser peut-être un point d'Éric qui a dit ça ne suffit pas, mais quand on regarde les évolutions du commerce français, qu'on essaye de les expliquer et qu'on met par exemple des variables qui rendent compte de la compétitivité, coût ou prix d'ailleurs, de l'économie française, ça rend compte d'une partie, je suis d'accord, ça ne rend pas compte de la totalité, mais ça rend compte d'une partie. Si, il y a des travaux, des études de la DG Trésor, il y a des papiers de l'INSEE d'il y a 2-3 ans qui montrent ça de façon tout à fait, c'est tout à fait classique. Donc le coût a contribué à la perte de compétitivité. Je suis d'accord que ça ne démontre pas tout. Donc il y a un aspect hors coût, mais l'aspect hors coût, il est aussi lié au coût. Hein. Pour investir, il faut avoir des marges. Non, tu peux, mais je regrette, l'économétrie montre que les coûts contribuent. Non, mais je t'enverrai les papiers, c'est pas de problème. Oui, peut-être, je crois, Louis Gallois, et pour cette fois-ci pas faire de technique, l'a dit d'un trait tout à l'heure, hein, compétitivité-prix, compétitivité hors prix, c'est quand même extraordinairement lié. Et ça passe par la capacité des entreprises à se moderniser. Alors là, j'ai une petite réserve sur ce que dit Eric Heyer, parce qu'il dit, bon, si on veut cibler l'investissement, faisons une mesure sur l'investissement. Sauf qu'on ne sait pas exactement dont une entreprise a besoin. Elle peut avoir besoin de faire de l'investissement, elle peut avoir besoin de recruter des gens de qualité, elle peut avoir besoin de faire de la R&D, elle peut avoir besoin d'améliorer ses réseaux commerciaux. Enfin, il y a toute une série de dimensions sur lesquelles c'est un peu présomptueux de dire c'est sur cette variable-là qu'il faut agir. Et là, si on regarde la France par rapport à l'Allemagne,
et qu'on compare les taux d'investissement, il n'est pas évident en termes quantitatifs qu'on souffre d'un déficit d'investissement. Il y a un déficit. Le paradoxe France-Allemagne, c'est qu'il y a un pays qui a un problème d'investissement apparemment, mais pas de problème de compétitivité, c'est l'Allemagne. Et en face, il y a un pays qui a un problème de compétitivité, mais pas de problème d'investissement, c'est la France. Pourquoi ? Probablement aussi parce que l'Allemagne a beaucoup délocalisé, que du coup l'intensité en capital des productions qui restent en Allemagne est peut-être un peu plus faible. Enfin, mais c'est très difficile de pouvoir dire c'est sur cette variable-là, pour l'ensemble des entreprises, qu'il faut agir. Et d'où l'idée d'agir de manière plus globale sur la capacité des entreprises à se moderniser. Dernier point sur les charges, ce que dit Denis Rand. Moi, je veux bien qu'on parle des charges. Je ne pense pas qu'on puisse parler charges employeurs, charges employés, parce que à terme, c'est assez rapidement la même chose. Hein. Ensuite, ça dépend de la manière dont le salaire s'équilibre. D'abord, je préfère qu'on parle de cotisation et qu'on regarde ce que ça finance. Et je crois ce qu'il faut regarder aussi, c'est que tant que la France aura un niveau de dépenses qui est effectivement très supérieur à un certain nombre de pays voisins, ça se traduira effectivement dans des prélèvements d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça aura, que ce soit à travers des effets directs ou à travers des effets indirects, ça aura des effets. L'idée qu'on pourrait éliminer les charges et puis que sans traiter la question de la maîtrise des dépenses, on réussisse par là à rétablir des conditions équivalentes à celles des pays partenaires, je pense que c'est une illusion. Y compris, par exemple, si on disait, quand vous faites vos comparaisons sur les salaires des ingénieurs, vous comparez aussi le poids de l'impôt sur le revenu, vous comparez les cotisations sociales, vous comparez la TVA, vous comparez l'ensemble des éléments qui, in fine, déterminent le pouvoir d'achat. Donc on peut jouer sur ces différents éléments. Il y a aussi une question de maîtrise de la dépense qui, pour ça, est importante. Je pense quand même que la question de l'allègement de charges ne peut pas être éludée. D'une part, c'est une intuition, mais elle est quand même très forte. Si vous chargez si vous faites payer la protection sociale par les salaires, ça ne peut pas ne pas avoir un impact sur l'emploi. Ça n'est pas possible. Ça a un impact sur l'emploi. Parce que ça veut dire que le facteur travail est d'un coût plus élevé et il y a donc évidemment un élément sur l'emploi. Et deuxièmement, je pense qu'il faut quand même se demander si nous n'allons pas voir la base, l'assiette des cotisations sociales, le salaire, ne va pas être remis en cause dans les 10 prochaines années de manière assez décisive. Et je pense qu'il faut il faut anticiper ce mouvement et essayer de voir comment on peut transférer progressivement une partie de la charge de la protection sociale sur la fiscalité. Ça me paraît être une évolution à moyen terme absolument inéluctable. Et donc, il faut la préparer. Et deuxièmement, il faut se poser la question de savoir par quoi on commence. Oui, un troisième facteur. D'accord avec Jean, il faut bien baisser la dépense sociale, mais l'affaire portée par l'entreprise a sur le corps social un effet anesthésiant. Si elle était portée par le contribuable, alors tout le monde ne paie pas l'impôt, mais si elle était portée par le contribuable, surtout par une forme de CSG, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde paie, ça rendrait une politique plus responsable pour baisser la dépense. Alors que pour l'instant, l'entreprise le paie, et donc c'est anesthésiant. Enfin, vous voulez dire qu'il faut faire payer les retraités. Oui, donc c'est une proposition claire. Bien sûr. Et effectivement, payer du point de vue de la production, c'est parfaitement clair. Il faut fondamentalement opposer. On n'avait pas prévu ce débat-là ce soir, je crois.